infections chez l'homme. On en a eu un gros problème en 2002 avec le SARS. Si vous vous rappelez, c'est pour le SRAS, pour les francophones. Donc c'est le syndrome respiratoire aigu. Le syndrome respiratoire aigu, donc c'est le SRAS, qui s'est développé en Chine en 2002. C'était également un coronavirus. Et ça a été contenu et ça s'est arrêté au bout de 2 ans. Il y a eu également le MERS corona, qui est la maladie du Moyen-Orient, qui s'est développée en Arabie Saoudite et continue toujours à évoluer en Arabie Saoudite. Okay? Et il y a toujours des cas annuellement. Ce virus-là, il y a eu, vers la fin de décembre 2019, un certain nombre de syndromes respiratoires qui étaient un peu bizarres, un peu trop sévères. Et ceci a entraîné, et tout ça s'est développé dans la ville de Wuhan, en Chine. À ce moment-là, les autorités chinoises et les médecins chinois ont fait des prélèvements, ils ont fait des cultures, et ils ont trouvé un virus qui était un peu nouveau. L'originalité était différente des autres virus qu'on connaissait. Alors on a fait un séquençage du virus, un travail où on a découpé le virus en petits morceaux, et on a découvert que c'était un virus entièrement nouveau, qui était très proche, structurellement et génétiquement, du virus du SARS de 2002. C'est pour ça qu'il appartient dans la famille des coronavirus, il appartient au groupe SARS. D'ailleurs, on l'appelle SARS-2. Et donc, voilà ce qui s'est passé. Et puis, les cas ont commencé à monter de façon vertigineuse en Chine, dans la ville de Wuhan. Et dans la région environnante, il y a eu des cas qui se sont éparpillés dans le reste de la Chine. Puis, progressivement, on a commencé à avoir des cas dans les pays environnants, autour de la Chine. Un cas au Vietnam, 2 cas, un cas au Népal, au Cambodge, aux Philippines, en Corée du Sud et au Japon. Et surtout au Japon, il y a eu des cas dans un bateau qui faisait une croisière qu'on appelle le Diamond Princess, qui faisait une croisière, et il y a 4000 passagers dans ce bateau. Donc on a détecté des cas dans ces régions-là, et puis bon, les pays du monde ont commencé à s'organiser. On s'est rendu compte qu'il y avait un problème épidémique qui est en train de se développer. Eh bien, malheureusement, bon, comme vous savez, il est excessivement difficile d'enrayer le passage d'un virus. On peut à peine enrayer le passage d'un être humain, on ne peut pas enrayer le passage d'un virus qui peut se transmettre, et se transmettre aussi facilement. Et là, le nombre de pays qui se sont infectés dans le monde, qui ont été atteints dans le monde, dépasse maintenant les 50 pays. Les pays qui sont encore un peu épargnés restent la majorité des pays d'Afrique, mais je ne sais pas s'ils sont vraiment épargnés ou si on n'arrive pas à détecter, parce qu'il y a beaucoup de Chinois qui sont dans la partie est de l'Afrique, il y a beaucoup d'experts chinois, donc il y a cette possibilité-là. Mais le nombre de cas a augmenté un peu partout dans le monde. L'Amérique du Sud, il y a eu un cas au Brésil, un cas au Mexique, donc ça reste très limité pour le moment. Je vais vous donner les chiffres jusqu'à présent dans le monde. Nous avons dans le monde jusqu'à aujourd'hui à 14 heures, mais donc ça a augmenté depuis là, parce que là, vous voyez, je l'ai sur papier parce que nous sommes en train de suivre à la minute près le nombre de cas qui monte progressivement par minute. Jusqu'à 14 heures aujourd'hui, il y a eu jusqu'à présent 89 847 cas. Peut-être que jusqu'à présent, nous avons dépassé les 90 000. Alors, depuis, il y a eu 3 nouveaux cas au Liban d'ailleurs. Donc on a monté un peu au Liban. Le nombre de décès est jusqu'à présent de 3069 et le nombre de personnes qui sont guéries est de 45 000. Et vous allez me dire, mais où sont les autres? Les autres sont encore en observation dans les hôpitaux.
c'est-à-dire qu'ils sont en général en bonne santé, mais ils sont en observation dans les hôpitaux, parce qu'on les garde en observation pour une période d'au moins 2 semaines. Les cas actifs sont de 41 142, les voilà, ce sont les cas actifs. Parmi ces cas actifs, 33 768 sont légers, donc ça fait 82%, et 67 374, ça fait 18%, qui sont dans un état sérieux ou critique. Donc vous voyez, il y a quand même 18%, 82% de personnes qui sont bien, qui sont en bonne santé, qui ont des symptômes très légers, un peu de mal de gorge, le nez qui coule, un peu comme les autres corona classiques. Mais là, nous avons quand même 18% de personnes qui sont dans un état sérieux ou critique. Et parmi les cas qui ont fini, donc, il y a eu 48 705 cas, parmi lesquels il y a 94% qui sont guéris et 6% qui sont décédés. Ça, c'est le chiffre des personnes dont le dossier a été clos. Eh bien, où sommes-nous actuellement donc, du point de vue chiffre, mondialement, la Chine reste le pays numéro 1 avec 80 000 cas à peu près, mais il y a eu à peu près 202 nouveaux cas. Donc la Chine a plus ou moins bien contrôlé l'épidémie. Okay. Et il y a beaucoup plus de cas en dehors de Chine, nouveaux cas, en dehors de Chine qu'en Chine. Okay. C'est-à-dire que la Chine a eu le plus grand nombre de cas, mais les nouveaux cas en Chine sont seulement de 202. Donc la Chine a carrément contrôlé l'épidémie. Okay. Mais ils ont fait des mesures carrément policières. Okay. Ils ont complètement fermé toute la province autour de Wuhan, à peu près 56 millions, c'est rien, 56 millions en Chine, c'est pas beaucoup, mais il y a 56 millions de Chinois qui sont, si vous voulez, en quarantaine. Okay. C'est-à-dire qu'ils sont entourés par la police, entourés par l'armée, ils ne peuvent pas sortir de chez eux, les drones les poursuivent, si quelqu'un sort de chez lui, il est poursuivi, s'il ne porte pas un masque en sortant de chez lui, il est poursuivi, il a le droit d'aller une fois par semaine, aller au magasin et revenir chez lui, c'est vraiment le contrôle policier. Okay. Si quelqu'un désobéit, il est automatiquement pris en charge, et les personnes qui ne peuvent pas sortir de chez eux, on leur sert de quoi manger directement à la maison. Et donc c'est vraiment superbement bien contrôlé, mais c'est vraiment la police, c'est vraiment un État policier, et ceci est difficile à imaginer dans beaucoup d'autres États dans le monde, peut-être en Corée du Nord, mais en Corée du Nord, il n'y a aucun cas, évidemment, parce que même les virus n'osent pas entrer. Eh bien, alors, en Corée du Sud, il y a 4335 cas. Et là, c'est intéressant parce qu'en Corée du Sud, a été introduit en Corée du Sud à travers une secte religieuse. Okay. Donc, les regroupements religieux représentent un problème. Okay. Écoutez, je suis un élève du lycée français, je suis très laïque, donc c'est pas grave. Bon, je continue. Donc, donc c'est une secte religieuse et c'est pour ça que la Corée du Sud est le pays numéro 2, avec 599 nouveaux cas. C'est énorme. Le troisième pays le plus atteint, c'est l'Italie. Mais c'est l'Italie du Nord, c'est pas le Vatican. Okay. Donc, c'est l'Italie du Nord, dans la région de la Lombardie et dans la Vénétie. Il y a eu, dans certains villages, c'est surtout des centres sportifs, des centres de sport d'hiver, où il y a eu des atteintes dans cette région-là, également des regroupements dus à ce sport d'hiver. L'Iran, le pays numéro 4, 1501 cas recensés, avec 523 nouveaux cas. L'Italie, il y a 3 nouveaux cas. Donc l'Italie a vraiment bien contrôlé l'épidémie. En Iran, le contrôle n'est pas bon encore. Nous avons 523 cas nouveaux.
Et puis il y a eu le Diamond Princess avec 705 cas et le Japon 274 cas. La France, il y a 130 cas, dont 2 décès. Et les États-Unis viennent à peu près dans les 80 cas, à peu près, avec un seul décès. Je pense qu'ils ont eu 2 décès également. Le Liban, jusqu'à il y a 10 minutes, nous avons eu 13 cas total au Liban. Aucun décès jusqu'à présent. Les 13 cas, il y a 12 qui sont dans un bon état, c'est-à-dire qui ont des symptômes vraiment minimes. Okay? Le 13e est un monsieur d'un certain âge qui a d'autres morbidités, c'est-à-dire qu'il est gravement malade, mais pas à cause du corona, à cause de ses autres comorbidités, surtout cardiaques et cancéreuses. Okay? Donc, voilà l'état actuel de la situation dans le monde et au Liban. Donc, qui sont les personnes qui vont développer... Alors, quels sont les symptômes de ce corona? Okay. Quels sont les symptômes? Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, les symptômes sont des symptômes respiratoires banaux, c'est-à-dire mal à la gorge, un écoulement nasal, une gêne respiratoire parfois, une toux sèche surtout, une petite fièvre, parfois la fièvre peut être plus importante, des courbatures, des myalgies, mal à la tête, un peu comme une grippe, un peu comme n'importe quel syndrome respiratoire que nous sommes en train de voir régulièrement. Et nous avons vu ça tomber exactement en pleine saison de grippe. Donc c'est pour ça que c'est excessivement difficile de différencier entre le corona et la grippe. Et les autres coronas d'ailleurs. Donc voilà ce que nous avons actuellement. Donc voilà les tableaux. Maintenant, quels sont les signes de gravité? Les signes de gravité, c'est quand la fièvre devient plus importante, c'est quand la gêne respiratoire devient beaucoup plus importante, quand la toux devient incontrôlable, quand il y a donc une sensation et il y a une chute de la tension et bien sûr une perte de l'état de contrôle cérébral. Qui sont ces personnes qui vont se détériorer, qui vont développer une pneumonie due au coronavirus? C'est-à-dire que le virus va entrer dans le poumon, va affecter le poumon, va entraîner une détérioration respiratoire, une détérioration de l'état général du malade. Alors, deux possibilités. Ça, c'est juste purement de la science. Il y a des gens qui disent, et des scientifiques chinois surtout, mais également européens et américains, qui disent qu'il y a la possibilité qu'il y ait 2 virus. Un virus qui donne un tableau banal, 2 coronas, et un autre qui entre dans le poumon, qui sont dans la même classification, c'est-à-dire qui sont très très proches, qu'on n'arrive pas à les distinguer. Peut-être. L'autre possibilité, qui est peut-être maintenant plus plausible, c'est que les personnes qui sont les plus affectées sont des personnes qui sont âgées, au-delà de 65 ans, surtout au-delà de 80 ans, ou bien des personnes qui ont un problème respiratoire de base, c'est-à-dire les gros fumeurs, les personnes qui ont, les fumeurs en général, pas seulement les gros fumeurs, tous les fumeurs, les personnes qui ont une atteinte donc de la fonction respiratoire à la base, des personnes qui ont des troubles de l'immunité, particulièrement les cancéreux, et les personnes qui sont diabétiques. Le diabète semble être un point excessivement important comme facteur de risque pour les détériorations de l'état du patient. Donc voilà les enfants, c'est-à-dire les moins de 55 ans. Ça va? Ça vous va? Donc pour les moins de 60 ans, okay, en général, l'état de gravité est beaucoup moindre. Okay. Il y a très peu de gravité, très peu de complications, et quand on arrive au moins de 18 ans, 19 ans, on n'a presque pas
de symptômes graves et on n'a presque pas de symptômes. Okay. D'ailleurs, vous le savez très bien, les enfants, quand ils attrapent une varicelle, okay, je ne sais pas, maintenant tout le monde fait le vaccin pour la varicelle, donc vous ne voyez plus la varicelle vraie. Mais les enfants qui font la varicelle, en général, font des symptômes très minimes. Tandis que si vous attrapez la varicelle à partir de l'âge de 20, 25, 30 ans, alors là, je vous assure que vous allez faire des symptômes excessivement très embêtants. Okay. Donc, les enfants de moins de 19 ans font en général presque pas de symptômes. Okay. Et donc, aucune gravité, aucune mortalité chez les tout petits enfants. D'ailleurs, on note que les cas critiques ou graves chez les enfants de moins de 19 ans sont inférieurs à 0,1%. Okay. Alors que les personnes au-delà de 65 et 80 ans, la mortalité peut aller jusqu'à 14%. Okay. Donc, on a quand même une palette de dangers qui s'étale à travers la pyramide des âges. Également pour vous tranquilliser, là au moins il y a une égalité des sexes. Les femmes et les hommes l'attrapent presque de la même façon. Donc ça va. Comment ça s'attrape? Eh bien, ça s'attrape par les gouttelettes respiratoires. Okay. Les gouttelettes, ça ne se transmet pas dans l'air. Bien que les Américains ont voulu déclarer ça, que c'est aérosolisé. Mais pour toutes les autres études, surtout les Chinois, ils disent que ça se transmet par les gouttelettes respiratoires. Donc par le crachat, par la toux, par l'éternuement, point à la ligne. Okay. Eh bien, ça se transmet en général quand on tousse et qu'on éternue. En général, ces gouttelettes respiratoires vont survivre et planer dans l'air pour un maximum de 1 mètre, 1 mètre et demi. Donc là, vous n'avez aucun danger, même si j'ai quelque chose. Okay. Okay. Non, seulement, monsieur le proviseur. C'est pour ça qu'il m'a mis derrière, il m'a mis devant lui. Et donc voilà pour les... non, je n'ai pas la... bon. Donc voilà pour le... Maintenant, il y a un autre problème. Donc ne soyez pas proche de quelqu'un qui tousse. C'est banal. C'est la même chose pour la grippe, d'ailleurs. C'est exactement la même chose pour la grippe, parce que la grippe se transmet par les gouttelettes respiratoires. Il y a un deuxième truc. C'est que quand quelqu'un tousse, voilà. Vous avez vu ce qu'elle a fait? Elle a fait ça. Là, elle s'est mis les gouttelettes sur la main. Je salue quelqu'un. Je vous les donne. Okay. Et là, vous allez faire ça, parce que chacun se touche le visage au moins 3 fois par heure. Okay. On se touche le visage au moins 3 fois par heure. Donc, une fois toutes les 20 minutes, quelqu'un se touche le visage ou le nez. Donc, je vous assure que vous allez vous contaminer le visage. Okay, parce que le virus va survivre sur votre main, il est bien, c'est au chaud, il va survivre. Okay. Je vais y arriver. Combien de temps il survit? Donc, le risque de transmission existe directement par la main. Donc, quand vous toussez, il y a ce qu'on appelle l'étiquette de tout. Okay. Même si vous n'avez rien, prenez l'habitude de tousser comme ça. C'est pas très joli, vous voyez. J'ai appris à ma fille de tousser comme ça quand elle était petite au jardin d'enfants ici. Et elle a toussé comme ça, elle a été engueulée par la jardinière, elle a dit mais c'est impoli de faire ça, il faut tousser comme ça. Et donc il faudrait revoir avec nos enseignants à l'école également comment enseigner l'étiquette de tout. Je pense que ceci est très important pour prévenir la transmission de maladies simples, de grippe entre les enfants. Donc ceci, excusez-moi, la même chose. La même chose. Bien, donc ça c'est maintenant, si j'éternue ou que je tousse sur cette surface, eh bien le virus va tomber dessus et il va rester vivant sur cette surface. Maintenant, combien de temps? Normalement, sur une surface métallique, il survit entre 8 et 12 heures. Okay. Maintenant, ça dépend des conditions de température et des conditions d'humidité. Plus c'est humide et plus c'est froid, plus le virus survit longtemps. Okay. Ce sont des virus de l'hiver, n'oublions pas. Donc, plus c'est humide et plus c'est froid, plus il va survivre longtemps
sur cette surface. Si ce n'est pas humide et s'il ne fait pas froid, si ce n'est pas froid, il ne va pas survivre. D'accord? Bon. Donc en moyenne, 8 à 12 heures. Maintenant, on a démontré que sur des surfaces non métalliques, qui sont poreuses ou non, le virus peut survivre plusieurs jours. Okay. Donc, il est important de régulièrement nettoyer les salles de classe, nettoyer les tables, nettoyer les tablettes de l'avion. On a pris des décisions au ministère de la Santé et dans une réunion qu'on a eue avec les différentes parties du gouvernement, c'est que, les avions seront régulièrement, au moins chaque fois, seront stérilisés, presque entièrement, une fois que les passagers descendent de l'avion, l'avion sera entièrement nettoyé. Et le problème, c'est que tous les bureaux administratifs de l'État vont être régulièrement nettoyés, au moins 2 fois par jour, par des nettoyants de surface. Maintenant, il ne faut pas être sophistiqué. L'alcool peut le faire, l'eau de javel peut le faire. Et puis, ce qui est très très important, c'est de se laver les mains. Okay? Se laver les mains, c'est pas sorcier. Le simple savon, le savon de Marseille, le savon baladé, okay? le savon d'huile d'olive, aucun problème, ça suffit. Parce qu'il faut simplement l'éliminer de votre main. Ce n'est pas la peine de mettre des savons antiseptiques et tout ça. Ne pas s'affoler. Si vous n'avez pas de savon, on va utiliser les simples sanitizers, les simples stérilisants qu'on trouve dans le marché et qu'on peut utiliser si vous n'avez pas la possibilité d'accéder à un lavabo avec du savon et de l'eau. D'accord? Donc ceci sont des éléments très importants de nettoyage et régulièrement. Donc ce qu'il faut, c'est absolument l'hygiène de tout, l'hygiène dans les classes, l'hygiène dans les bureaux administratifs, l'hygiène personnelle. Tout ceci va permettre d'arrêter la possibilité de transmission. Okay. Donc voilà ce qu'on va adopter comme technique de prévention. Maintenant, quelles sont les dispositions du point de vue de l'État? Okay. Qu'est-ce que l'État est en train de faire? Eh bien, croyez-moi, beaucoup de choses. Oui. Évidemment, il y a eu un petit retard. Mais ceci est vrai dans tous les pays du monde, parce qu'on n'a pas réalisé au début ce qui se passe. Même les Chinois n'ont pas réalisé. C'est arrivé jusqu'à 80 000, enfin, ils n'ont pas réalisé au début ce qui se passait, alors que l'épidémie était devant leurs yeux. Okay? Les Coréens non plus, les Japonais, les Américains, personne n'a réalisé ce qui se passe. Okay? Regardez ce qui se passe en Italie également. Donc, il y a un très gros truc. Donc, ceci est un très gros problème, mais un problème qui est facile à résoudre. Facile à résoudre parce qu'on a les mesures d'hygiène qui doivent être mises en place et qui peuvent facilement permettre d'enrayer la transmission du virus. Deuxièmement, c'est un virus qui est en général peu mortel, peu grave, okay? Parce qu'il ne représente pas un risque, surtout pour les enfants, et il n'entraîne de possibilité de gravité que seulement pour nos aînés. Okay? Donc il faut absolument se mettre ça dans la tête. Évidemment, nous sommes réunis dans une cellule de crise qui se réunit régulièrement et qui inclut beaucoup d'autorités, de santé, de l'armée, des forces de sécurité, du ministère de l'Éducation, etc., etc. Donc il y a beaucoup Et donc ces réunions-là, nous sommes sortis avec des recommandations. Tout d'abord au niveau des frontières.
Comme vous savez, on a arrêté les vols en provenance des pays qui sont atteints. Qu'est-ce qu'on appelle pays endémique? Un pays endémique, c'est un pays où il y a une transmission locale soutenue. Okay? Alors, les seuls pays où il y a une transmission locale soutenue sont pour le moment la Chine, la Corée du Sud, le Japon et le Diamond Princess, l'Iran et l'Italie du Nord. Okay? Donc, voilà les régions qui sont, qu'on appelle, en transmission soutenue. Évidemment, ça c'est maintenant. Demain, ça peut changer. Si on peut découvrir une transmission soutenue, évidemment, on dira que ce pays-là est un pays endémique. Pour le moment, l'Organisation mondiale de la santé ne déclare pas une pandémie, alors que nous sommes effectivement dans un état pandémique, vous allez me dire. Okay? Le nombre de pays qui sont atteints et tout ça et tout ça. Nous sommes dans un état pandémique. Mais pour des raisons surtout économiques, politiques et tout ça, le nom pandémie veut dire fermeture des frontières, fermeture des écoles, fermeture des banques, fermeture des centres commerciaux, fermeture de tout est arrêté dans le monde. Exactement comme ça se passe à Wuhan. Et ça, on ne peut vraiment pas le faire. Nous sommes déjà en état suffisamment détruits dans le pays pour maintenant arrêter toutes les activités. Maintenant, on a demandé l'arrêt des activités dans les centres sportifs. On a c'est ce que maintenant, tout ça c'est sorti aujourd'hui. On a demandé l'arrêt de toutes les compétitions sportives. On a recommandé aux gens, il y a quand même une certaine responsabilité. Ce n'est pas seulement l'État qui peut prendre une responsabilité, c'est la population qui doit prendre une responsabilité également. Si vous avez des symptômes qu'on a décrits, qu'on a mentionnés, qu'on a listés, et vous allez être matraqués par ça dans les médias et dans les télévisions et dans tout ça, vous allez être matraqués par toutes ces informations. Dès que vous avez quelques symptômes qu'ils soient, vous êtes priés de ne pas aller dans des centres, vous êtes priés de ne pas aller dans des centres commerciaux, vous êtes priés de ne pas aller dans des centres de regroupement. On ne peut pas malheureusement arrêter les activités religieuses, mais également la même chose, évitez d'y aller si vous êtes en train de tousser ou d'avoir de la fièvre et tout ça, n'allez pas à un événement religieux, quel qu'il soit. Okay? Donc, voilà ce qui est en train de se faire. Alors, parmi les 13 cas que nous avons eus au Liban, nous avons 2 Libanaises qui ont été les premières à être diagnostiquées. Les 2 venaient d'Iran, okay, de la ville de Qom. Puis, on a eu un Iranien. Okay. Un Iranien, c'est ce monsieur qui est âgé et qui a mal au poing. Et sa fille. Alors là, vous allez me dire, mais il y a une transmission locale. Oui, mais c'est intrafamilial. Ceci n'est pas considéré comme une transmission continue. Donc ça fait 5, ça fait 4. Puis on a eu les 9 autres. C'est une famille, une seule famille. C'est un Syrien, un jeune Syrien, qui est allé faire une visite religieuse à Qom, et qui est revenu et qui a infecté toute sa famille. Enfin, ils sont nombreux, ça. Donc, il y a eu le père, puis maintenant puis la sœur, puis la mère, puis le frère, tout ça. Donc, ils sont 9 infectés dans une même famille. Okay? Mais à cause d'un seul. Donc, voilà. Donc, nous avons le point. Donc, pour le moment, nous n'avons pas une transmission locale soutenue. Nous avons une transmission, malheureusement, de la peur, qui est soutenue et qui est maintenue grâce aux social media, au WhatsApp, au Facebook et tout ça. Okay? Et là, vous ne pouvez pas vous imaginer, je suis sûr que vous les recevez, le nombre de personnes qu'on ramasse à la pelle dans la rue, le Bir al-Abd qui est complètement fermé parce que la banlieue sud de Beyrouth est maintenant complètement contaminée, les gens qui traînent dans la rue, qui sont tous malades, je suis sûr que vous avez reçu tout ça. Okay? Il n'y a absolument rien de vrai de tout ça, je vous assure. Okay?
les données que nous avons sont exactement celles-ci. Maintenant, il y a certainement d'autres personnes qui sont infectées. Parce que là, ce matin, on ne savait pas que ces 3 personnes étaient infectées. Ce n'est que maintenant qu'on a su. Donc, il y a certainement d'autres personnes qui sont infectées. Il y a certainement peut-être des gens qui vont dans des labos privés et qui font des examens. Et on ne sait pas la qualité de ces labos privés. Okay? Faites attention. La qualité de ces labos privés est douteuse. Et la qualité des tests qu'ils sont en train d'utiliser est douteuse. Donc, il faut éviter de faire un examen dans un labo privé. Le labo central est le seul labo habilité à faire avec des tests qui sont qui ont la licence de l'Organisation mondiale de la santé. Okay. Non, c'est un prélèvement de gorge, nasopharyngé, c'est un prélèvement de gorge. Donc voilà, du point de vue des examens de sang qui sont en train d'être, des examens de PCR. Donc c'est à la recherche directe du virus qu'on fait et qu'on peut à ce moment-là diagnostiquer la présence du virus. Donc, le ministère est en train déjà de donner régulièrement, tous les jours à 5 heures, c'est pour ça que j'ai eu le résultat à 5 heures, tous les jours à 5 heures, il y a un bulletin qui déclare le nombre de cas qui sortent positifs du laboratoire central. Malheureusement, c'est automatiquement diffusé à l'Agence nationale de l'information, donc toute la presse va automatiquement savoir. Donc il n'y a pas de problème en ce sens-là. Il n'y a rien de caché et il n'y a pas de mensonge là-dessus. Okay? Parce que malheureusement, on a l'habitude de dire que le ministère cache, le ministère cache. Là, le ministère de la Santé est obligé, ce n'est pas par choix, ils sont obligés par des accords internationaux depuis les années 60 de déclarer, et ce n'est pas seulement le ministère libanais, tous les ministères du monde sont obligés de déclarer parce que nous sommes tous unis dans une réglementation internationale de santé. Okay? Donc ceci, il ne faut pas oublier ça. Maintenant, est-ce qu'il y a un traitement? Eh bien, le principal traitement pour la plus grande majorité des personnes, c'est un simple traitement d'hydratation, de prendre une tisane, comme vous faites pour une grippe ou un rhume banal. Maintenant, pour les cas plus graves, ceux-là seront automatiquement hospitalisés. Les personnes qui ont donc un état grave, ils seront hospitalisés, soignés à l'hôpital, surtout il va y avoir un suivi de leur état respiratoire, et si jamais ils se détériorent, on va les mettre sous ventilation assistée. Okay? Oui, il y a un point important, c'est qu'on va se dire, mais pourquoi à l'aéroport on envoie les gens en quarantaine ou non? Eh bien, ce qui s'est passé, nous avons 2 avions par jour qui viennent d'Iran, un avion qui vient de l'Italie tous les jours. Donc, ça fait à peu près dans les 400 à 600 personnes. Puis, il y a un nombre encore plus important qui passe la frontière de Masna, okay? Parce qu'ils atterrissent à Damas et ils passent par la frontière de Masna parce qu'ils habitent la Beka, donc c'est plus facile pour eux. Donc à cause de ça, toutes ces personnes-là, comment on fait? Eh bien, on va les voir. Dès qu'ils arrivent, ils sont obligés de remplir un papier, okay? Une application, un formulaire. Et ce formulaire-là inclut où est-ce qu'ils ont été, s'ils ont des symptômes, s'ils n'ont pas des symptômes, comment ils ont passé, est-ce qu'ils sont passés en... Et puis c'est l'avion qui nous dit, ces individus-là ont été en Iran, ont été en Chine et tout ça. Donc ils remplissent le document et toutes les personnes contrôlent leur température. Si quelqu'un a de la fièvre, il est automatiquement mis à part. Si quelqu'un a des symptômes selon ce formulaire, il est également pris à part et emmené à l'hôpital. Et ils ont maintenant un trajet spécial pour toutes ces personnes qui viennent de ces régions soi-disant contaminées. Donc ils passent
dans un couloir à part, et ceux qui sont considérés comme étant suspects sont automatiquement amenés à l'hôpital gouvernemental Hariri pour être hospitalisés et mis en quarantaine pour au moins 24 heures pour faire le test. S'ils sont testés négativement, ils sont renvoyés chez eux. S'ils testent positivement, ils sont gardés à l'hôpital. Les personnes, toutes les autres personnes qui sont arrivées dans l'avion, eh bien, on leur donne des directives pour se maintenir en quarantaine chez eux à la maison. Bon, ça c'est également, c'est la responsabilité de tout un chacun. Il est virtuellement impossible, mais vraiment impossible, de garder des milliers d'individus en quarantaine au Liban. C'est impossible. Okay? Ni au Liban, ni nulle part ailleurs. Il n'y a pas. Ah oui, maintenant, oui. Maintenant, oui. Maintenant, on arrive à arrêter. On est arrivé à arrêter. Mais vous ne vous rendez pas compte du nombre de Libanais qui sont ou qui étaient en Iran. Okay? Il y avait un nombre très important parce qu'il y avait une festivité religieuse en Iran et donc ils étaient tous allés en Iran. Et même en Italie également. Oui. Alors, nous les gardons en phase, en observation pendant une période de 14 jours. Pourquoi 14 jours? Parce que la majorité des gens, s'ils vont tomber malades, ils tombent malades entre 2 et 5 jours, okay, après avoir acquis le virus. Okay. Maintenant, la majorité, donc cela entre 2 et 5 jours, mais il y a des personnes qui peuvent aller jusqu'à 14 jours avant de tomber malade. Vous allez me dire, mais il y a eu un article qui a dit 27 jours. C'est vrai, mais ça tombe en dehors, si vous voulez, de la courbe, et il y a toujours cette possibilité, évidemment. Il y a toujours cette possibilité. Mais on ne peut pas rester jusqu'à 27 jours, surtout qu'il voilà, on fait un jeu de statistiques, si vous voulez. Si le nombre de personnes qui sont au-delà de ces 14 jours, ça devient excessivement rare, donc on ne va pas perdre notre temps et garder les gens, surtout que nous savons très bien que personne ne restera chez lui 27 jours en quarantaine. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est tout? Voilà. Voilà, je pense que j'ai... Alors, du point de vue traitement, est-ce qu'il y a un traitement spécifique du virus? Eh bien, on a parlé de beaucoup de médicaments. Les Chinois sont en train de tester 4 médicaments. On est en train de tester tout d'abord la chloroquine, la fameuse chloroquine, la nivatine. Et il n'y en a plus dans les pharmacies, ça je vous assure. Comme les masques d'ailleurs, il n'y a plus dans les masques. Enfin, rappelez-moi de parler des masques. Eh bien, la nivatine, la chloroquine, est un médicament qui est toxique pour les yeux, by the way. Donc, si vous allez vous amuser à le prendre, c'est dangereux pour les yeux. Deuxièmement, il y a eu des études chinoises qui sont malheureusement pas très bien faites, okay, qui ont montré une efficacité dans le traitement de l'infection. Seulement, il ne faut pas oublier que la chloroquine a un effet anti-inflammatoire. On l'utilise d'ailleurs dans certains rhumatismes, okay, donc dans des maladies inflammatoires des articulations, en plus du paludisme, en plus du malaria. Donc, on se demande si l'efficacité de la chloroquine n'a pas été une efficacité, non pas contre le virus, mais contre l'état inflammatoire lié au virus. Donc, on ne sait pas. Et d'ailleurs, il y a eu un professeur que je connais très bien, qui est le chef de maladies infectieuses à la Timone, à Marseille, M. Didier Raoult, qui a déclaré « Oh, c'est merveilleux, la chloroquine, c'est fini, on a fini le Covid, Mais toutes les autres autorités, surtout les autorités parisiennes en maladies infectieuses, ont dit « Non, hold it. Arrêtez. » Non, ils n'ont pas dit « hold it » parce que ça c'est anglais. Donc, il a dit on se calme, la chloroquine n'est peut-être pas le traitement de cette maladie-là, il faut l'évaluer correctement. Donc il y a des études en train de l'évaluer, tout comme on est en train d'évaluer un traitement qu'on utilisait contre le virus du sida, qui est le lopinavir. On est en train d'évaluer également le favilavir et le remdesivir, qui sont des médicaments
qui sont tous étudiés, en train d'être analysés. Je suppose qu'on aura une réponse. Le vaccin va prendre du temps. Le vaccin, ça va prendre du temps. Parce que, malheureusement, il y a eu un cas d'un individu qui a attrapé le corona et qui l'a réattrapé de nouveau. Donc, supposément, il n'y a pas de protection de la maladie elle-même. Mais on se demande, certains mettent en doute ce résultat et se disent, est-ce que c'est peut-être le test qui était faussement positif? Okay. Donc, on se demande, sur un cas, on ne peut pas construire des données énormes. Donc, on attend. Mais là, malheureusement, ça met un doute sur l'efficacité d'un vaccin. Et là, il va falloir attendre pour développer le vaccin, développer et faire des études pour pouvoir répondre à la question si un vaccin va être développé, va être efficace. Surtout qu'on est en train toujours de boiter concernant le vaccin pour le MERS Corona, qui se trouve en Arabie Saoudite et sur lequel on n'a pas encore un vaccin efficace. Certains ont dit, oui, mais c'est un virus de l'hiver. Okay. Vous avez dit, c'est le rhume. Donc, dès que l'été viendra, le virus va disparaître. Possible. Les autres coronavirus disparaissent en été. Donc, il est très possible que ce virus disparaisse en été. Mais on ne sait pas. C'est un nouveau virus qui a peut-être un comportement personnel qui est différent des autres. Donc, on ne sait pas. On ne peut répondre à cette question. Je viendrai, si vous voulez, revenir à la rentrée scolaire et je vous dirai si le virus est toujours là ou s'il a quitté. Oui. Bon, je vais arrêter et... Moi, juste une chose, Jacques, si tu peux simplement, pour finir, on est en train, on parlait aussi cette pandémie des social media, parce que c'est une pandémie. Il y a tellement d'avis, entre guillemets, d'experts. Vraiment, là, je voudrais un peu ton avis. Qui entendre, qui croire, qui ne pas croire, parce qu'il y a tellement d'avis, et chacun donne un avis. Je pense que maintenant, il faudrait avoir une autorité. Comme tu l'as dit, le gouvernement est en train de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller pour prendre vraiment l'information qu'il faut et ne plus écouter? Et moi, je vais parler en tant que médecin. N'importe quel médecin se permet maintenant de donner un avis, alors qu'il n'est pas spécialiste de la question. Moi-même, médecin, si je veux prendre un avis, je vais me fier à un spécialiste, je vais me fier à une organisation ou surtout à une source fiable. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ça? Oui, merci beaucoup, Jade. Là, vous avez certainement remarqué tous qu'au cours des 4 derniers mois, depuis le 17 octobre, tous les Libanais sont devenus des spécialistes en économie, des spécialistes en finance, des spécialistes en eurobonds. Certains d'entre nous n'en avaient jamais entendu parler avant. Tout le monde est devenu un expert. Moi, je n'en avais pas entendu parler en tout cas. Donc, tout le monde est devenu un expert dans tout ça. Les échanges de finances, bon, c'est bien, c'est sain, mais il vaut mieux écouter des experts pour comprendre un peu ce qui s'est passé et ne pas donner une opinion sans être absolument certain de ce qu'on parle. Donc, moi, je me réfère, quand j'ai une question économique ou financière, je me réfère à un financier, à un expert en économie qui m'explique un peu qu'est-ce qui se passe. Mais je ne me permets pas de donner une opinion, ni d'engager quelqu'un à va acheter des eurobonds, n'achète pas. On les achète, peut-être. Je ne dis à personne quoi faire. La même chose en médecine. Chacun est devenu un expert en médecine, surtout grâce à l'Internet. Moi, en général, quand les gens viennent chez moi, ils me disent, mais vous savez, Google, j'ai lu dans Google, je lui dis, si vous venez pour une deuxième opinion, allez consulter Yahoo. Parce que, vous voyez, le problème, c'est que les gens se sont imposés comme spécialistes grâce à des données qu'ils lisent dans l'Internet, je trouve que ce n'est pas mauvais de s'informer, mais seulement quand on manque des données et des connaissances de base en virologie, surtout que c'est de la virologie maintenant, qu'on en discute avec des gens qui sont
plus experts dans ce domaine. Même nous, en maladies infectieuses, nous ne sommes pas tous experts dans tous les domaines de la pathologie infectieuse. Donc nous essayons de nous référer à des personnes qui ont été mieux informées et mieux instruites dans ce domaine. On a formé un comité qui est un task force qui va pouvoir donner régulièrement des informations médicales sur ce sujet. La Croix-Rouge libanaise a également fait un site sur lequel ils sont en train de donner régulièrement les données épidémiologiques sur le Liban. Donc nous avons maintenant plusieurs outils épidémiologiques, virologiques et médicaux avec lesquels on va pouvoir utiliser, sur lesquels on va pouvoir compter pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Donc je vous en supplie, consultez ces données-là, consultez ces sites spécifiques, ces sites spécialisés, qui sont soit locaux, soit internationaux, et posez des questions à votre médecin, posez des questions à un médecin spécialiste. Ah, les masques. Eh bien, voilà. Alors, les masques. Les masques en papier très fin ne servent à rien. Ce qu'on va utiliser, ce sont les masques un peu épais, qu'on appelle les masques chirurgicaux. Okay? Donc, ils sont verts d'un côté ou bleus d'un côté, blancs de l'autre côté. Donc, les masques chirurgicaux. Ces masques-là protègent contre le virus, sûrement. Mais ça ne sert à rien de se promener dans la rue avec un masque. Okay? Le masque doit être porté exclusivement soit par le patient lui-même, quand il se déplace ou quand on le transporte d'un hôpital à un autre, de la maison à l'hôpital, à l'intérieur de l'hôpital, de sa chambre d'hôpital à la radiologie par exemple, on met un masque au patient. Donc ça c'est pour éviter la transmission autrui. On met un masque également, nous, quand on s'occupe de l'individu. Ou bien vous, quand vous allez vous occuper directement de quelqu'un à la maison qui est malade, vous portez un masque, voyez, éventuellement lui aussi. D'accord? Donc, quand on s'occupe de quelqu'un, quand on prend soin de quelqu'un, il faut porter un masque. Quand cet individu est transporté d'une chambre à l'autre, d'un hôpital à l'autre et tout ça, donc il va falloir qu'il porte un masque. Voilà, et c'est tout. Point à la ligne. Il est strictement inutile. Malheureusement, nous n'avons plus de masques pour nous à l'hôpital. Alors, dans des endroits confinés ou dans des métros et tout ça, peut-être. À l'intérieur d'un métro, oui, mais nous n'avons pas de métro au Liban, ça va. Pas encore. Avec le pétrole, bientôt, on va pouvoir le faire. Oui, monsieur. Est-ce que vous avez parlé des stades sportifs? Maintenant, du côté des piscines, est-ce qu'on peut toujours se baigner dans des piscines ou pas? Oui, alors, pour les piscines, eh bien, malheureusement, dans les piscines, comme vous savez, il y a beaucoup d'écoulements. On a beaucoup de crachats. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Même plus. Eh bien, dans ce cadre-là, il y a un risque que surtout les bords des piscines deviennent contaminés par le virus, par l'eau. Maintenant, il y a du chlore dans les piscines. Le seul fait, c'est qu'il y a du chlore. Mais là, je n'ai pas encore une réponse à cause du chlore. Okay? Mais pour le moment, la décision est de limiter l'utilisation des piscines. Okay? Est-ce que c'était nécessaire de fermer les établissements scolaires? Est-ce qu'il fallait fermer les établissements? Là, vous me posez une question qui a posé énormément de discussions ce matin à la réunion. Oui. Écoutez,
c'est tout à fait personnel, n'allez pas le dire au ministre de la Santé ou de l'Éducation. Mais c'est vraiment très prématuré. Peut-être qu'un jour, nous serons amenés à le faire. Okay? Si jamais nous sommes dans un état épidémique énorme et tout ça, on va être obligé à le faire. Si nous sommes comme en Chine, on va être amené à le faire, peut-être. Mais la décision était un peu trop prématurée et je ne sais pas à quoi ça sert de fermer une semaine. Surtout que les enfants à la maison, enfin je vois ma fille, enfin elle était très contente que tout le monde était, il y avait tout ça. Alors le samedi soir, elle a invité 15 de ses copains, ils étaient à la maison en train de danser. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait dans cette histoire. Okay? Donc à mon avis, il y a un très très gros risque et dans cette décision qui est prématurée. Si jamais une décision est prise, il faut qu'elle soit bien réfléchie et associée avec toutes sortes de recommandations aux familles et aux enfants pour qu'on prenne toutes les précautions. Mais qu'est-ce que vous allez faire de vos enfants à la maison? Ils vont nécessairement être ensemble, avec les voisins, avec tout ça. Ils vont nécessairement être ensemble. Donc le risque est encore plus important. Donc c'est pour ça que cette décision était certainement pas nécessaire. Maintenant, ça a été pris, on ne va pas revenir là-dessus. On n'a plus le choix, malheureusement. Mais on attend. Moi, je veux juste dire quelque chose. Bon, maintenant, je parle un peu en médecin scolaire ici. Effectivement, comme l'a dit Jacques, c'est une mesure que, bon, médicalement et nous, en médecine préventive, on ne peut pas tout à fait comprendre. Mais ça a été pris. Le problème, c'est que ça a été pris. On ne peut plus faire marche arrière maintenant. Et ouvrir l'école dans une semaine, 10 jours. Bon, et si l'épidémie, parce que l'épidémie, enfin, si on peut dire ça, épidémie, je pense qu'on n'est même pas arrivé, n'est-ce pas, Jacques, au pic de l'épidémie au Liban. On a de nouveaux cas tous les jours. Donc pourquoi ne pas fermer 2 mois ou 3 mois? Grand point d'interrogation. J'ai entendu quelqu'un qui a dit, je ne sais pas si sur le ministère, que vu que les enfants n'ont pas tellement ces symptômes et ne sont pas malades, ils ont peur que l'enfant lui-même, au niveau de l'école, et je ne sais pas comment, prenne ce virus et le transmette aux parents. Je veux bien si on empêche les enfants de bouger tout court. Parce que moi, mon fils qui a 15 ans, il n'est pas à l'école, aujourd'hui il était à l'ABC et demain il monte au ski. Bon, à quoi ça sert exactement? Si demain il monte au ski, il est à l'ABC en train de prendre ces virus. C'était effectivement une décision prématurée, mais ça a été pris. Donc il faut voir, ne pas paniquer et demander pourquoi. Est-ce qu'il y a eu un cas au lycée? Est-ce qu'il y a eu un cas à Jamroud? On a eu toutes sortes. Et je vous plains, monsieur le proviseur, parce que vous avez eu vraiment un bullying, j'en suis sûr, sur un cas. Il n'y a pas eu de cas jusque-là répertorié. Ça a été une mesure qui a été prise. Moi, je pense que c'était ce qu'on appelle en épidémiologie médicale un step back pour regarder ce qui se passe. Mais comme l'a dit Jacques, ça n'a pas une valeur vraiment pour contrôler une épidémie ou peut-être une pandémie. Ça, ce sont des mesures qu'on prend quand on est vraiment dans un état d'épidémie, quand on est dans des cas de transmission locale, etc. Ça, c'est pour répondre un tout petit peu à tout ça. Oui, mais à ce moment-là, ce ne serait pas seulement les écoles qu'il faut fermer. Il faut fermer les clubs, complètement les centres, les malls, les centres commerciaux. Il faut fermer tous les clubs, tout. Comme tu l'as dit. Donc, vraiment, il faut fermer le pays à ce moment-là. Une question concernant les tests. Est-ce qu'on a entendu dire comme quoi les tests, on peut avoir le virus, mais ça prend 3-4 jours avant que le test ne s'avère positif? Est-ce vrai? Et deuxièmement, si jamais on a une inquiétude, où on doit se diriger uniquement auprès de l'hôpital Hariri directement, ou il faut consulter un médecin avant d'y aller? Merci. Tout d'abord, oui, on peut être infecté, mais le virus n'est pas encore produit, n'est pas encore sécrété dans la gorge. Donc, le test va être négatif, donc vous n'êtes pas contagieux. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de virus. Ce n'est que quand le virus commence à être sécrété que vous devenez contagieux. C'est pour ça que quand quelqu'un... Alors, pour le moment, il n'y a pas de réponse concernant si quelqu'un ne fait pas du tout de symptômes, comme les enfants dont parle Jade. Si quelqu'un ne fait pas du tout de symptômes, est-ce qu'il ne va pas avoir un jour le virus produit sans symptômes
et à ce moment-là être contagieux sans jamais développer de symptômes. Moi, j'ai une réponse, c'est que s'il ne développe pas de symptômes, c'est que probablement la quantité de virus qu'il a dans sa gorge est minime. Deuxièmement, il n'a pas de symptômes, donc il ne tousse pas, il n'éternue pas, n'est-ce pas? Donc techniquement, il n'est pas en train de salir autour de lui, excepté que quand il fait ça et qu'il vous salue. Okay? Donc voilà les seules raisons. Donc à ce moment-là, la transmission ne se fait plus partout, mais elle se fait directement par le contact avec la main ou les surfaces contaminées par l'individu. D'accord? Malheureusement, nous ne savons pas maintenant si les individus qui restent totalement asymptomatiques pendant 14 jours ou whatever, à ce moment-là, est-ce que ces gens-là vont jamais, à un certain moment, être porteurs, être sécréteurs du virus, sans jamais développer de symptômes? Ça, nous ne le savons pas encore. Okay? Maintenant, du point de vue test, où est-ce qu'il peut se faire? Eh bien, pour le moment, nous avons ce qu'on appelle une définition de cas. Okay? C'est une technique qui est utilisée en épidémiologie. On utilise une définition de cas. Dans la définition de cas que nous avons, il y a toujours le contact. C'est-à-dire, est-ce que cet individu a été en contact? C'est-à-dire, est-ce qu'il a été dans un des pays contaminés, dans un des pays qu'on appelle endémiques, ou bien les 5 pays que je vous ai mentionnés, ou bien est-ce qu'il a été en contact avec quelqu'un qui venait de ces régions-là? Okay? Comme cette famille de Syriens qui ont été en contact avec leur fils, un seul fils qui a été en Iran. Okay? Donc voilà la situation. Donc ceci fait partie de la définition de cas. Maintenant, si vous voulez aller vous faire tester, si vous n'avez jamais été en Chine, ni au Japon, ni en Corée du Sud, ni en Iran, ni en Italie, et que, enfin, pas jamais, mais disons dans les 2 dernières semaines, et que vous n'avez pas été en contact avec quelqu'un qui venait de ces régions-là, on ne va pas vous faire le test. Parce que vous êtes considéré comme étant un risque, un bas risque. Donc on ne va pas vous prendre au sérieux. Okay? Sauf si vous avez des symptômes, et vous devez avoir des symptômes, plus vous devez venir de ces pays-là. D'accord? Maintenant, cette définition de cas peut changer. Nous nous réunissons régulièrement et nous réévaluons la définition de cas. Okay? Nous avons ajouté dernièrement l'Italie, mais on peut changer tous les jours. Si jamais l'Italie s'arrête, on va enlever l'Italie. Okay? Parce que là, maintenant, nous avons seulement 3 cas nouveaux en Italie. Donc, on risque d'avoir beaucoup moins. Et si jamais l'Italie arrive à contrôler complètement son épidémie, on arrêtera. On ne considérera plus l'Italie comme faisant partie des pays à risque. Pour le laboratoire, maintenant, c'est à la Fi'ahari. Il y a beaucoup de laboratoires qui sont en train de le faire de tests, mais ce n'est pas standardisé. Au syndicat, la semaine passée, ils ont déclaré que d'ici une semaine, il y a beaucoup d'hôpitaux universitaires qui sont en train de développer le test. Ils vont annoncer publiquement où les gens pourront aller pour faire le test plus tard. Mais maintenant, c'est restricté parce que c'est les standards de l'Organisation mondiale de la santé qui sont en train de faire le test selon les guidelines. Excusez-moi, est-ce que le virus peut se transmettre par la nourriture? Dans un restaurant, on nous sert avant... Non. Se transmet en touchant. Si jamais la table du restaurant a été... Si le serveur vous a poussé sur la table avant de vous servir, oui. Si le chef a toussé dans la cuisine, oh mon Dieu, mais... Vous êtes en train de me faire un scénario de cauchemar, n'est-ce pas? Ça se voit que c'est un metteur en scène. Oui. Maintenant, pour le moment, au Liban, nous ne sommes pas dans un état épidémique. En Chine, ils sont en train de nettoyer les sacs de chips quand ils les achètent. Oui. Allez-y. Au micro, please, au micro.
Micro. Est-ce qu'il y a une différence entre le savon liquide et vous avez dit qu'on peut utiliser le savon d'huile d'olive. Est-ce qu'il est préférable d'utiliser le savon liquide au lieu des blocs Non, absolument aucune différence, excepté que les savons en bloc, la différence entre le savon de bloc et le savon liquide, c'est que vous risquez de vous transmettre entre les utilisateurs du bloc de savon des microbes entre les utilisateurs. Par exemple, nous, à l'hôpital, les blocs de savon sont bannis parce qu'on ne peut pas réutiliser ce bloc de savon l'un après l'autre. Donc, on utilise seulement le savon liquide. Mais vous ne vous rendez pas compte du nombre de personnes qui se savonnent les mains à l'hôpital et vous ne vous rendez pas compte du risque. Tandis qu'à la maison, vous êtes seul. Enfin, vous avez votre famille. Donc, il n'y a pas beaucoup de monde qui utilise le savon et donc il n'y a pas de risque avec le savon en bloc. Mais il est sûr que le savon liquide est plus sécurisé que le savon en bloc pour d'autres choses autres que le corona. Une deuxième question. Est-ce que le fait, si quelqu'un vient d'un pays où il y a des personnes qui sont contaminées, mais lui, il n'a aucun des symptômes, alors quelles sont les mesures à prendre à la maison? Est-ce qu'il faut mettre le matériel qu'il utilise à part ou on peut faire la tester en utilisant de l'eau de javel? Oui, alors cet individu-là doit nécessairement être mis en quarantaine à la maison, c'est-à-dire qu'il doit être placé soit dans sa chambre seule, soit s'il sort de sa chambre, il doit porter un masque. Okay? Tout ce qu'il touche à la maison doit être seulement à lui. Il ne peut pas toucher autre chose. Okay? Il doit toucher seulement ce qui est à lui et pour éviter de toucher. Maintenant, nous sommes en train, croyez-moi, je suis en train de vous donner des directives qui sont des directives internationales, mais croyez-moi, ceci est certainement pour préserver, de transmettre surtout le coronavirus aux personnes âgées. Notre rôle est de préserver surtout les personnes à risque. Okay? Donc éviter de transmettre le virus aux personnes à risque. Mais alors classiquement à la maison, il faut éviter que cet individu-là utilise des instruments, utilise un matériel de cuisine, quel qu'il soit, que vous pouvez utiliser après lui. Si vous allez l'utiliser après lui, il vaut mieux laver les choses. Il faut les laver. À part, non. Oh non. Vous les lavez avec les autres. Il n'y a pas de problème. S'il est asymptomatique, théoriquement, il n'est pas contagieux, c'est vrai. Mais, nous ne savons pas à quel moment le virus va commencer à être produit dans sa gorge, à être sécrété dans sa gorge, avant que les symptômes apparaissent. Ça, nous ne le savons pas. C'est pour ça qu'on prend les précautions et on garde l'individu en quarantaine pendant 2 semaines. Oui. Bonsoir. Alors, le ministre de l'Éducation a pris la décision de fermer pendant 1 semaine les établissements scolaires. Apparemment, le pic de l'épidémie, ça serait probablement, Jacques, dis-moi si c'est vrai, la semaine prochaine. Donc, est-ce que l'école va être fermée pendant 1 semaine, 2 semaines? On suit les évolutions et on prend des décisions. Et par rapport à ce problème-là, on fait quoi par rapport aux classes à examen? Donc moi, je fais partie de la génération de la guerre, mais on fait quoi par rapport aux classes à examen? Est-ce qu'il y a des... Le ministre a précisé que c'est 1 semaine et renouvelable pour une autre semaine. Il a été très clair dans son... Quand il a dit 1 semaine, mais renouvelable une autre semaine s'il voit qu'il est nécessaire de faire cela pour fermer l'école. Le problème avec cette histoire, c'est que nous avons... il y a eu une fermeture des classes, des écoles, sans but précis. Le fait est, c'est que qu'est-ce qui va se passer à la fin de cette semaine qui va faire dire au ministère de l'Éducation, vous pouvez rouvrir les portes. Qu'est-ce qu'on va dire aux parents? Voilà, maintenant,
vos enfants peuvent revenir à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? D'ici la fin de cette semaine, vous allez avoir peut-être beaucoup plus de cas. Alors, pourquoi vous nous dites maintenant, revenez en classe? Je ne comprends pas, moi. Okay? Donc, il n'y a pas d'acte. Maintenant, je pense que ce que Jade a dit est l'hypothèse la plus correcte. Nous essayons d'entrer psychologiquement dans la mentalité des ministres, ce qui est très difficile. Alors, il est possible qu'ils se sont dit, attendons voir, voyons un peu la réaction, comment le ministère va établir ses protocoles, mettre au point sa réponse, et comme ça, on peut à ce moment-là revenir à un fonctionnement normal. Mais peut-être que c'était la raison pour laquelle ils ont pris cette décision. Mais là, je ne peux pas dire exactement pourquoi. Maintenant, vous avez dit que l'épidémie va être au pic la semaine prochaine. Ben, ça, on ne le sait pas. Le pic peut survenir dans 3 mois, dans 1 an. On n'a absolument aucune idée quand est-ce que l'épidémie va arriver à son pic. Nous savons que l'épidémie chinoise est arrivée à son pic et elle commence à diminuer. Vous savez que toute épidémie monte, arrive à un pic, parfois à un plateau, et puis elle redescend. Okay. Là, nous ne savons pas quand est-ce que nous, ici au Liban, nous allons arriver à notre pic et commencer à descendre. Ce qui est certain, c'est que les décisions ministérielles, évidemment, elles s'appliqueront. Et elles s'appliquent déjà dans l'établissement. Donc, quand les décisions de fermeture sont prises par le ministre de l'Éducation pour l'ensemble des établissements scolaires au Liban, de fait, le grand lycée est directement concerné. Ce sur quoi moi j'aimerais revenir en particulier, c'est sur un point que vous avez soulevé, à savoir l'expertise des uns et des autres. Parce que comme vous le disiez, nous avons reçu de nombreux mails nous interpellant sur la façon dont nous accueillons les enfants qui avaient pu voyager, pour certains en Italie par exemple, dans le nord de l'Italie, et ça a pu susciter des inquiétudes chez certains parents. Pour vous dire que, effectivement, certains parents le sont, mais la majorité des parents ne le sont pas. Les parents, comme la direction de cet établissement, comme les professeurs, ne sont pas des médecins. Donc lorsque nous prenons des décisions, nous analysons les situations avec les avis d'experts, à savoir le médecin référent, monsieur Habib, d'un côté, et puis par ailleurs, nous avons des tutelles, donc le ministère libanais de l'Éducation. Nous sommes un établissement de la mission laïque française et conventionné avec l'AEFE. Et donc, nous avons également réussi un certain nombre de prescriptions en matière de prévention concernant cette épidémie. Et évidemment, nous les mettons strictement en œuvre. Et je pense que c'est la seule méthode possible. Parce que parfois, certains des parents nous demandaient d'appliquer des mesures extrêmes ou ne comprenaient pas, par exemple, un certain nombre de décisions du type un enfant dont la famille et l'enfant lui-même revenant d'Italie, mais n'étant pas allé ni en Vénétie ni en Lombardie, qui sont les seules régions d'Italie visées par des mesures d'éviction, cet enfant, logiquement, pouvait rentrer en classe. Et ils sont donc, parce qu'ils sont plusieurs, ils sont donc effectivement rentrés en classe, tout simplement parce qu'il n'y avait, sur la base des avis des experts, aucune raison pour leur demander de rester chez eux. Ça, c'est un premier point. La deuxième chose qu'on a pu rencontrer parfois, ce sont également des attitudes de certains parents qui étaient extrêmes, c'est-à-dire sachant que des enfants étaient rentrés, ou dont on racontait qu'ils étaient venus, on voulait pas que son propre enfant s'assied à côté de cet autre enfant. La position de l'établissement, elle est très claire. À partir du moment où les enfants concernés ne rentraient pas dans les mesures de précaution, encore une fois, édictées par les experts. Et après, il appartient aux parents qui ne le souhaitent pas, pour eux-mêmes, pour leur enfant, de faire le choix de ne pas mettre leur enfant à l'école s'ils le souhaitent. Ce qui est sûr, c'est qu'il est hors de question d'évincer, de demander à un enfant de rester chez lui s'il ne rentre pas dans le cadre des mesures de prévention qui, encore une fois, ont été édictées, décidées par les experts en santé publique. Et ça, c'est la ligne que nous avons tenue dans l'établissement et que nous continuerons effectivement à tenir pour l'avenir. Alors maintenant, effectivement, je vous rejoins, madame, c'est quand même assez compliqué
que de se retrouver, particulièrement dans cette année, qui est particulièrement complexe, avec de fait d'office une période supplémentaire de 5 jours d'école fermée. Bon, on a mis en place des alternatives et je tiens à remercier particulièrement les professeurs de l'établissement qui sont d'ores et déjà mobilisés, qui ont créé des outils pour travailler à distance. C'est pas l'idéal, c'est une solution. Et puis ensuite, on avisera au fur et à mesure de l'évolution de la situation, parce que, comme vous le disiez, nous sommes dans la même incertitude que vous sur ce qui sera, d'abord sur le devenir de l'épidémie, c'est la première chose, et la deuxième chose ensuite sur les décisions qui sont prises, et qui, en fonction des autorités, s'imposent ou ne s'imposent pas dans l'établissement. Voilà. Un élément très important, maintenant que vous parliez, monsieur le proviseur, c'est dans des conditions d'épidémie, quelle qu'elle soit, il y a 2 éléments qui sont très importants et qui se développent. La peur, tout d'abord. Avec ou sans excuse, la peur. Et la peur est engendrée par l'ignorance. Si on n'est pas bien informé, si on ne veut pas bien s'informer, si on s'informe de sources qui sont fausses, on va avoir la peur. Et dès qu'il y a la peur, il y a automatiquement un comportement qui va être erroné. Et ce comportement erroné va être associé à une discrimination, à une stigmatisation. Si vous voyez un Chinois entrer maintenant ici, je suis sûr qu'on va être tous là. Un Chinois qui entre. Okay. Donc, il y a cette stigmatisation et la discrimination contre lesquelles on doit lutter. Ce n'est pas parce qu'un monsieur arrive d'Iran maintenant, automatiquement, on va le mettre au fond ou bien l'empêcher de rentrer dans la salle, ou bien s'il rentre d'Italie, etc. Donc, comment? Oui, on prend les mesures préventives nécessaires tout en respectant les droits des individus et tout en respectant les règles de santé qui sont mises par les experts du ministère de la Santé. Dès qu'il y a des directives concernant qui ont changé, ces directives seront automatiquement communiquées et aux établissements scolaires et au ministère de l'Éducation, parce que le ministère de l'Éducation fait partie de la cellule de crise du gouvernement, parce que nous avons une cellule de crise, ok? Mais si, je vous assure, j'en fais partie, ok? Donc, je n'entends pas maintenant. Tout d'abord, nous avions mis des directives concernant les gens venant de Chine et de Corée et du Japon. Le Japon, c'est après. Mais nous avions les seuls 2 pays où il y avait une transmission locale soutenue, c'était la Chine et la Corée du Sud. Donc, toute personne qui venait de Chine ou de Corée du Sud, nous savions tout ça. Parce que tous les avions, vous savez, remplissent ce qu'on appelle un manifesto. Et ce manifesto nous donne automatiquement, chaque individu, d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il a traversé avant d'arriver au Liban. Donc nous savions automatiquement, toute personne qui venait de Chine, nous savions, mais il y a très peu de gens. Okay? Et pas autant. Surtout que dès que l'épidémie a commencé en Chine, beaucoup de Libanais ne sont plus allés faire leur commerce en Chine. Et ce n'est pas la saison touristique en Chine, donc il n'y avait que des commerçants. Et tous les commerçants sont arrêtés. D'ailleurs, ceux qui sont là-bas sont restés. Okay? Et même à Wuhan. Il y a eu quelques Chinois qui sont venus au Liban et qui ont été mis en quarantaine dans leurs hôtels. D'accord? Donc, il y a déjà eu ça. L'Iran, parce que c'est ça le gros problème, c'est qu'il y a beaucoup et énormément d'échanges avec l'Iran.
beaucoup plus que vous pouvez imaginer. Eh bien, il n'y avait pas de cas déclarés en Iran. Il n'y avait pas eu de cas déclarés. Je ne sais pas s'ils sont faits exprès, je ne sais pas s'ils le savaient. Okay. Peut-être qu'ils n'avaient pas la capacité de diagnostiquer, peut-être qu'ils ne savaient pas. Enfin, je mets ça en doute parce que le système de santé et les médecins iraniens sont de très très bonne qualité, mais peut-être qu'ils ne suspectaient pas les cas. C'était une grippe. Ça ressemblait à une grippe. Les premiers cas qui ont été déclarés, c'était 2 décès. 2 décès. Okay. Avant même qu'ils déclarent des cas positifs. Donc, ils ont déclaré 2 décès. Donc, il y avait certainement, pendant plusieurs jours avant, un grand nombre de personnes qui étaient infectées. Ces 2 décès, avant même qu'ils l'annoncent officiellement, nous le savions. Parce que nous avions un représentant du gouvernement libanais en train de faire des discussions, des négociations avec l'Iran. Et ce représentant du gouvernement libanais qui était en Iran nous l'a dit. Et c'est pour ça que dès que le premier avion qui est arrivé d'Iran, nous sommes montés, le ministère de la Santé est monté et a fait a fait remplir les formulaires, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on a découvert la première dame qui venait d'Iran. Et puis une deuxième dame également sur ce même avion. Vous voyez? Et puis progressivement, on a arrêté, mais on ne pouvait pas arrêter tous les Libanais qui viennent. On ne peut pas arrêter les Libanais de rentrer chez eux. On ne peut pas les empêcher de rentrer au Liban. Ben, on ne peut pas les empêcher. Mais on les met en quarantaine. Maintenant, j'espère qu'ils obéissent, j'espère qu'ils écoutent les conseils, je ne sais pas. Okay? Mais croyez-moi, et d'ailleurs, parmi tous les pays arabes qui ont eu également des cas venant d'Iran, surtout les pays du Golfe arabique, le Koweït, le Bahreïn, le Sultanat d'Oman, les Qatar, qui ont eu des pays, oui, mais qui ont eu des cas d'Iran. Okay. Les Émirats arabes unis ont eu des cas de Chine et d'Iran. Tous les cas venant d'Iran dans ces pays-là n'ont été diagnostiqués que plusieurs jours après nous, alors qu'ils avaient eu également les mêmes contacts. Donc nous étions les premiers à le faire. Okay. Donc il n'y a vraiment pas eu de retard en ce sens-là. Okay. Croyez-moi, je ne suis pas quelqu'un qui défend, je suis quelqu'un qui... Je parle ouvertement et je vous dis toute la vérité. Okay. Je ne suis pas en train de défendre le ministère, je suis en train de dire ce qui se passe exactement. C'est juste. Alors maintenant, nous avons, jusqu'à présent, alors l'hôpital Rafi Hariri, nous avons maintenant juste un petit pavillon, mais nous allons... Non, oui, mais d'accord, ça c'est rien, les 4 chambres. Nous avons maintenant développé d'autres chambres de soins intensifs en pression négative, et nous allons développer 128 lits en pression négative. Okay. Tout ça à l'hôpital Hariri. Donc tout un pavillon. L'hôpital contient 300 lits. Donc nous avons tout un pavillon qui est dédié à ça. Nous allons également équiper l'hôpital dans chaque muhafaza. On a l'hôpital de Nabatiyé, l'hôpital gouvernemental de Nabatiyé, l'hôpital gouvernemental de Tripoli et l'hôpital gouvernemental de Zahdé. Donc nous sommes en train d'organiser dans chaque région un hôpital qui sera équipé pour prendre en charge les malades les moins graves. Les malades les plus graves seront pris en charge au Liban, à Beyrouth, l'hôpital Hariri de Beyrouth. Maintenant, si les hôpitaux privés seront là en backup, parce que il faut bien que les messieurs qui viennent avec un accident cardiaque ou une hémiplégie ou une fracture de la jambe soient pris en charge quelque part. On ne peut pas occuper tous les hôpitaux par le corona. Donc voilà un peu ce qui va se faire. D'un autre côté, nous avons ces hôpitaux vont être donc équipés et ce qui va se faire, c'est qu'une fois que l'épidémie va être déclarée dans le monde, qu'il y a une pandémie, et que nous aurons beaucoup de cas,
C'est beaucoup de cas, pour la plus grande majorité des cas, n'auront pas grand-chose. Donc on va les laisser circuler en ville. Ok? D'accord? On va même plus les diagnostiquer. D'ailleurs, une dame qui était en Italie et qui est allée en France et qui a développé des symptômes fébriles, on lui a conseillé en France de rester chez elle et on ne l'a même pas testée. Et c'est ce qui va se passer également, éventuellement, au Liban. On ne va pas tester tout le monde. On va dire, oui, probablement, vous avez le SARS, vous avez le corona, restez chez vous, vous êtes bien, ça va. Si jamais vous êtes gêné du point de vue respiratoire, si jamais vous avez plus que 65 ans, si jamais vous êtes diabétique, alors ça, là, vous venez à l'hôpital, on vous hospitalise et on vous prend en charge. Vous voyez? C'est comme ça que ça va se passer, parce qu'on va... Si jamais nous sommes dans un état épidémique énorme, mais là, je suis en train de vous parler de vraiment l'état catastrophe. Ok? Voilà. Donc, c'est vraiment bien planifié. Comment? Je l'entends pas. Ah, la fiabilité. Ah, les multivitamines. C'est excellent pour les pharmaciens. Alors, juste à l'arrière, on n'a pas eu l'occasion encore de poser des questions. Il y en a quelques-unes ici. L'ail, c'est très bon. Alors, l'ail, c'est excellent. L'ail, ça éloigne les gens. Si quelqu'un attrape le virus, combien de temps il lui faut pour guérir en moyenne? Parce que moi, personnellement, je n'ai pas entendu parler de ce point. Et est-ce que c'est vrai que si la personne guérit, aura toujours le pouvoir de transmettre le virus après un certain temps? Aïe, aïe, aïe. Très bonne question. Combien de temps on prend pour guérir? Eh bien, en général, moins d'une semaine. Okay? Ça peut aller de rien du tout, de 1 jour jusqu'à maximum 5 à 7 jours. Donc ça, c'est la durée de maladie, si vous voulez, de la maladie bénigne. Évidemment, si ça se complique, c'est autre chose. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui a déjà attrapé la maladie, est-ce qu'il peut continuer à être contaminant? Ça, c'est une question. Par exemple, la première dame, pas la première dame de Baabda, la première dame qu'on a diagnostiquée, elle est guérie, elle est en bonne santé, elle va bien, elle se promène à l'hôpital. D'ailleurs, elle n'a jamais eu grand-chose. Mais elle est toujours positive. On lui fait un PCR et le PCR est toujours positif. Donc, théoriquement, elle est toujours contagieuse. Bien sûr, elle ne tousse pas, donc elle n'est pas si contagieuse que ça, comme je vous ai répondu tout à l'heure. Mais on ne peut pas la libérer dans la nature. Donc, elle est toujours en quarantaine à l'hôpital. Mais elle n'a absolument aucun symptôme. Et là, la question se pose. Malheureusement, on n'a pas une réponse claire sur ce sujet. Parce que cet individu-là a certainement une petite quantité de virus. Parce que le PCR détecte rien. Même si vous n'avez rien du tout, il peut détecter. Il détecte le génome du virus. On ne détecte pas le virus vivant, on détecte le génome. Est-ce que ce virus qu'on détecte, est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est encore contagieux? Est-ce que l'immunité que l'individu a développée n'a pas tué ce virus, mais on est toujours en train de détecter les fragments du génome du virus qui sont encore là? Malheureusement, nous n'avons pas une réponse à ça. Mais là, pour le moment, on prend toujours les précautions. Jacques, une chose, tu as parlé de responsabiliser les enfants, comment tu sais apprendre à éternuer et tout. Mais aussi, je pense que c'est très important pour que les parents, si un enfant a de la fièvre, qu'on ne donne pas du Panadol le matin et on l'envoie à l'école durant la journée. Un enfant qui est malade et qui a la fièvre doit rester au moins 24 heures sans fièvre pour revenir à l'école, 48 heures. Et c'est en train d'arriver, tu sais très bien, à tort et à travers. C'est très juste. Maintenant, surtout maintenant, même en période normale, pour éviter que des enfants se transmettent les uns aux autres des maladies infectieuses. Okay? Quel que soit l'âge de l'enfant, je ne parle pas seulement en maternelle ou
Je ne parle pas seulement en maternelle où la contamination est énorme. Je parle à tous les âges où il y a un risque de transmission. Quand un enfant est malade, il vaut mieux ne pas l'envoyer au lycée. Okay? Quand un enfant tousse, quand il a de la fièvre, quand il a un écoulement nasal, maintenant un écoulement nasal ça va, mais quand un enfant, maintenant actuellement, il vaut mieux le garder à la maison. Okay? Mais attendez, si jamais il n'a pas été en contact avec quelqu'un qui vient d'Iran, d'Italie ou de Chine, vous pouvez facilement l'envoyer régulièrement, sauf s'il fait de la fièvre. Okay? Moi, je voulais dire un truc un peu pour les vitamines. Je ne sais pas qui a posé la question sur les vitamines, etc. Bon, mais ça, c'est parce qu'on a tous les jours ce type de questions, pas seulement pour le corona, mais en médecine, en pratique quotidienne. Autant vous voyez des articles sur les vitamines, autant nous, médecins, nous lisons des articles qui montrent que ça ne sert strictement à rien. Vous avez entendu tous parler, j'ouvre une parenthèse, de la vitamine D. Si je vous teste à tout, on est à 80% peut-être en déficit de vitamine D. Vous savez qu'il n'y a aucune étude qui a prouvé réellement l'efficacité de la vitamine D sur la prévention de l'ostéoporose. Même ça, on ne sait pas. Donc, on ne doit pas se bourrer de vitamines, ni bourrer les enfants de vitamines, ni la vitamine C. Comme l'a dit Jacques, ça fait le bonheur des pharmaciens, mais il n'y a aucune étude scientifique plausible qui a prouvé. Sinon, on aurait mis toute la planète sous vitamine. Par contre, quand on est malade, le fait de bien s'hydrater, c'est le plus important. Ce n'est pas quoi, c'est s'hydrater. C'est de l'eau, peut-être un peu la vitamine. À la limite, les fruits peuvent donner un peu de tonus, mais ce n'est pas la vitamine qui tue le virus. Non. Docteur Morpat, est-ce qu'il y a des faux négatifs dans les tests du corona? Apparemment, non. Okay. Il y aurait des faux positifs. Mais en principe, il n'y a pas de faux négatifs. Quelqu'un qui vient d'Italie, on compte combien de jours avant qu'il montre des symptômes ou de prendre ce test? 10 jours après, 5 jours après son voyage? S'il n'a pas de symptômes, on ne fait pas le test. On ne fait pas de test du tout. Non, mais on le garde en quarantaine pendant 14 jours. Alors, à la maison. Quarantaine à la maison. Depuis qu'il est arrivé à l'aéroport de Beyrouth. Même s'il est asymptomatique. S'il vient de Lombardie ou de Vénétie, on le garde à la maison pendant une période de 14 jours. En quarantaine à la maison, oui. Si pendant juste avant ces 14 jours, il a été en contact avec un grand nombre d'enfants, est-ce que les enfants, on doit garder l'œil dessus pendant aussi 14 jours, puis le dernier jour qu'il a été en contact avec cette personne qui était en Italie? C'est ce que je veux savoir. Cet enfant doit être mis à la maison 14 jours. J'ai pas compris. Cette personne qui était en Italie, avant les 14 jours, durant de 0 jour à 14, était en contact avec des enfants. Des enfants dans une salle. Est-ce que nous, en tant que parents, on doit prendre notre enfant et le regarder pendant 14 jours? Pendant ces 14 jours? Disons, quel jour est le dernier jour d'école? Le mercredi, jeudi. Donc je dois compter jeudi ou vendredi plus 14. Mais est-ce qu'on est sûr que ce professeur est infecté? Moi, je ne peux pas être sûre parce que je n'ai pas les passeports. C'est ce que j'entends. Alors, moi, j'écoute. Je prends note, mais je ne peux pas être sûre. Si nous n'avons pas d'infection chez le professeur, nous n'avons pas de raison de nous soucier pour les enfants. D'accord? Donc, il n'y a aucune raison de mettre les enfants à la maison. D'accord? Ça, c'est très important. Comment? Parce que nous, on a des enfants. C'est l'école. S'il est encore asymptomatique, Merci, oui, mais docteur. pour le moment, la définition de cas nécessite des symptômes. Si je n'ai pas de symptômes, nous ne pouvons pas considérer l'individu comme contagieux. Donc, nous sommes... Vous savez, cette histoire de virus a seulement 8 semaines d'âge. Okay? Ce n'est même pas... C'est vraiment ce que nous savons est très limité. Vous voyez que je suis en train de vous répondre à chaque fois avec beaucoup, je ne sais pas, on va voir, et tout ça. Mais parce que nos connaissances remontent à 8 semaines. Donc, c'est juste avec le test du temps que nous connaîtrons un peu plus sur ce sujet. Les Chinois ont fait un travail absolument exceptionnellement merveilleux. En l'espace de quelques jours, ils avaient déjà séquencé le virus, c'est-à-dire ils ont déclaré
Le premier cas a eu lieu, enfin, il a été déclaré le 30 décembre. Ils ont remarqué l'anomalie le 30 décembre. Le 7 janvier, ils avaient déjà séquencé le virus. Okay. Et 3 semaines plus tard, ils avaient déjà deux hôpitaux de 1400 lits chaque hôpital. C'est des hôpitaux de... Donc c'est vraiment... Et maintenant, ils sont en train de faire des tests de traitement et ils ont déjà approuvé le favilavir comme traitement pour le corona. Donc c'est vraiment un travail, mais monstrueux, ce qu'ils ont fait. Et l'épidémie commence à diminuer chez eux. Donc c'est vraiment incroyable. D'abord, je voudrais juste énormément remercier le lycée, le comité des parents, parce que c'est une séance qui est très informative, qui est très utile, surtout dans un contexte d'hystérie collective. Donc, merci infiniment pour toutes ces informations. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est plutôt du côté du lycée, en fait, par rapport à la communication avec les élèves, parce qu'il y a, il y a aussi cette hystérie collective à leur niveau, qui est soit dans... non, on s'isole complètement, soit non, on s'en fout complètement, tout le monde est devenu fou. Est-ce que vous projetez, en tout cas la semaine prochaine, quand ils seront de retour, d'avoir une séance comme celle-ci, juste d'information? Parce que je pense que vous avez déjà fait tout ce qui est mesures préventives, donc communication de mesures préventives, mais un peu plus au-delà de c'est quoi ce virus, c'est quoi les risques un petit peu ce qu'on a eu aujourd'hui. En ce qui concerne les mesures d'information qui étaient données aux élèves, elle a été plus que conséquente. Sur tout le collège et le lycée, les professeurs de SVT, Sciences et Vie et de la Terre, sont intervenus auprès de leurs élèves, ils ont conçu un PowerPoint, ils ont expliqué beaucoup de choses, alors sur le virus en général, sur celui-ci en particulier. Donc là, les élèves ont eu une information large. Au primaire, ce qui s'est passé, c'est que les infirmières sont passées dans l'ensemble des classes, donc du CP donc, au CM2, pour expliquer aux élèves quels devaient être les gestes de prévention. Maintenant, quand on reprendra, dans tous les cas, il y aura une communication préalable à la reprise. De fait, donc on communiquera vers eux. Si on perçoit qu'il est nécessaire d'aller au-delà, on n'hésitera pas à le faire. Maintenant, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on avance jour par jour, pas à pas, en essayant d'évaluer correctement les besoins d'information des uns et des autres. On n'hésitera pas à le faire encore une fois. Merci beaucoup. Si le comité des parents ou monsieur le proviseur juge nécessaire qu'on réintervienne, je suis sûr que nous sommes prêts à réintervenir à n'importe quel moment. Okay. Allô, bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir docteur. Je voulais poser une question pratique concernant les élèves. Normalement, ils vont en récré, ils se lavent les mains après avoir mangé. Est-ce qu'il est nécessaire, avant qu'ils n'aillent en récré, de se nettoyer les mains avec le gel, ou bien c'est inutile? On ne peut pas suffisamment dire « lavez-vous les mains ». Lavez-vous les mains à n'importe quel moment. Il n'y a plus de situation. Il n'y a pas « je me lave les mains avant, après, tout ça ». Non, tout le temps. Lavez-vous les mains. Point à la ligne. Est-ce que l'utilisation... Enseignez à vos enfants de se laver les mains. Bien sûr. Mais puisqu'on a 20 minutes de récré, s'ils vont se laver les mains avant et après, est-ce qu'on peut utiliser le gel avant la récré, c'est plus rapide, et le lavage des mains après la récré? Peu importe. D'accord. Peu Merci. importe. Merci. Alors, il y a une question, j'en profite. Non, j'arrive avec le micro. J'en profite parce qu'on est en direct sur Facebook, la web radio, et il y a une question d'un élève qui demande est-ce que les élèves asthmatiques sont à risque? Les élèves asthmatiques sont... À Oui, bien sûr. Tout individu qui a un problème respiratoire non contrôlé est à risque. Mais si l'asthme est contrôlé, il n'y a pas de problème. Maintenant, s'il est sous cortisone, l'utilisation de la cortisone augmente le risque sûrement. Bonsoir, moi je vais poser une question à monsieur le proviseur. Si jamais ça va aller crescendo, qu'est-ce que vous allez faire pour les terminales?
Ça, c'est moi pour poser la question la plus importante. Ma fille, elle stresse à la maison. Au moins pour la classe terminale, il faut en finir. Oui, c'est pas possible. Vous m'avez pas comme ça de but en blanc dans une incertitude quant à la suite. On va aviser quand déjà cette période de fermeture des établissements prendra fin. Je le redis, il y a le dispositif d'enseignement à distance. Ensuite, on fera le point avec chaque professeur par rapport à l'avancement dans sa progression, les besoins de préparation des élèves dans la perspective de l'examen. Et puis, si on déploiera ce qu'il faut déployer, tout simplement. Mais comme on l'a déjà fait, j'ai envie de vous dire, déjà cette année avec les événements et les conséquences des événements d'octobre. Donc maintenant, il y aura le moment pertinent pour répondre à votre question de manière pertinente également. Voilà. En revanche, vous comme nous, il faut qu'on patiente pour l'instant. Ce problème a été discuté ce matin également. Le problème, c'est qu'il y a le plus grand nombre d'élèves passent le brevet libanais. Un autre grand nombre passe le bac libanais. Et un petit nombre passe le bac français. Nous, la majorité de nos élèves, de nos enfants, passent le bac français. Je suis dans la même condition que toi et que ma belle. Émile. Donc, ce qui va se passer, il est possible à ce moment-là que le bac libanais ou le brevet libanais soit retardé. Maintenant, le bac français, le gouvernement français va réfléchir comme nous, parce que nous sommes exactement dans la même situation épidémique. Nous ne sommes pas différents de ce qui va se passer en France, aux États-Unis ou au Brésil. Nous sommes dans un état épidémique, point à la ligne. Voilà. Moi, en fait, certaines écoles, Dr. Mourbat, ont choisi de désinfecter l'école. Et il y a eu des demandes de parents ici. Pourquoi le GLFL ne désinfecte pas? Est-ce que c'est nécessaire? Voilà, je pose la question d'un point de vue scientifique, parce qu'il paraît que juste nettoyer suffit, mais j'ai besoin que ça soit mis et transmis, en fait, pour tous les parents, pour les tranquilliser, parce que comme beaucoup d'écoles ont procédé à désinfecter, donc je pense que c'est important de répondre à cette question pour les parents. Je suis content que vous posiez cette question parce que j'ai répondu à cette question hier à une autre école qui m'a posé exactement la même question. Un nettoyage simple des classes est suffisant. Un nettoyage des tables ordinaires est suffisant. Désinfecter veut dire utiliser des produits qui peuvent être caustiques, qui peuvent être dangereux pour l'environnement et tout ça. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Nous ne sommes pas en milieu hospitalier. Okay? Donc en milieu scolaire, un simple nettoyage avec des produits simples de savon et de nettoyage simple. Si jamais on veut utiliser l'eau de Javel, s'il y a une saleté beaucoup plus prononcée, à ce moment-là c'est différent. Mais autrement, le simple utilisation de savon ordinaire est suffisant. Bonsoir. Nous avons vu que ce virus atteint surtout les personnes immunodéprimées ou bien âgées et tout. Donc je pense que c'est le cas des autres virus aussi. Donc pourquoi avons-nous vraiment cette peur? Donc est-ce qu'il faut vraiment avoir peur de ça? Pourquoi toute cette... c'est comme les autres rhumes. Est-ce qu'il y a des statistiques qui montrent que les mortalités avec le corona sont plus élevées qu'avec les autres virus? Ou bien c'est une campagne médiatique? Ou bien vraiment... Je vous remercie infiniment parce qu'effectivement, la grippe, le virus de l'influenza, de la grippe, est beaucoup plus sérieuse chez les personnes âgées que chez les jeunes. Okay? Elle est beaucoup plus grave chez la personne âgée ou chez les personnes immunodéprimées que chez les jeunes. D'accord? Donc, c'est sûr. Et le nombre de personnes infectées annuellement par le virus de la grippe est 200 fois plus que le nombre de personnes qui ont été infectées jusqu'à présent par le virus du corona. La mortalité par la grippe, le pourcentage de mortalité, pour le moment, est inférieur. C'est-à-dire qu'il est moins que 0,1%. Alors que la mortalité par le virus du corona est à peu près de 3%. Maintenant, le nombre de personnes qui sont déjà décédées cette année du virus corona, je vous l'ai donné, elle est
la mortalité est de l'ordre de... oui, c'est ça, 3069 personnes qui sont déjà décédées. Alors que le nombre de personnes qui sont déjà décédées de la grippe remonte à plus de 75 000 personnes dans le monde. Donc, vous voyez déjà Et puis, vous savez que moi, je fais le plus souvent des interventions dans les maladies sexuellement transmissibles, et surtout dans le domaine du sida. Eh bien, chaque année, il y a un peu plus de 2 millions de personnes, récemment, qui ont attrapé le virus du sida. Et la mortalité est certainement beaucoup plus sérieuse. Beaucoup moins de personnes ont acheté des capotes que des personnes qui ont acheté des masques. Alors, je vous en supplie, sachez placer vos perspectives. Moi, ma question est pour M. Laitier. Docteur Morbat a dit que le virus peut se transmettre dans la piscine. Père Roger, vous quittez dès que je parle de capote, voilà. Bon, alors ma question est pour M. Laitier. Docteur Morbat a dit que le virus peut se transmettre dans la piscine. Si l'établissement va ouvrir ses portes la semaine prochaine, est-ce que l'établissement va annuler la piscine au moins pour ces 2 mois pour savoir comment ça va évoluer, comment le virus va évoluer? Le docteur Morbat a également dit que concernant la dissémination du virus à la piscine, il y avait une incertitude. Et par ailleurs, encore une fois, dans les prescriptions qui nous sont communiquées, dans l'état actuel des choses, il n'y a aucune restriction sur la piscine. Donc, il y a maintien des activités de piscine dans l'état actuel des choses. Si demain nous recevons une prescription qui nous dit arrêter les activités de piscine, parce que ou les autorités médicales ou les autorités pédagogiques, le ministère en l'occurrence nous l'aura demandé, on le fera évidemment. Mais dans l'état actuel des choses, ça n'est pas demandé, ça ne l'est pas encore. Pour le moment, les directives du ministère de la Santé n'ont rien donné. Le Libanais et ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé n'a pas donné de recommandations concernant les centres sportifs. Okay? Donc, pour le moment, rien. Sur les gyms et tout ça, pour le moment, rien du tout. Seules les compétitions, on les a arrêtées. D'ailleurs, il y a des compétitions internationales qui ont été arrêtées. C'est seulement ça. Okay? Mais il n'y a pas pour le moment, pas de recommandation en ce qui concerne les centres de gymnastique. Une dernière question. Puisque les écoles et les universités ont fermé, est-ce qu'on est censé aussi arrêter les activités extrascolaires, comme le scout par exemple, les réunions scout et les camps, et le football? Moi, je vais répondre par une question. Est-ce que votre fils ou votre fille, vous l'avez confiné à la maison ou pas? Celle qui a des enfants. Est-ce que vous l'avez confiné à la maison, ou il est parti avec ses amis, ou il est dans l'immeuble, ou il est allé au mall? Il faut vraiment être un peu logique. On a une pandémie de peur, et comme Jacques l'a dit, la peur peut entraîner des réactions complètement erronées. Nous ne sommes pas en période de pandémie. Dans la période de pandémie mondiale, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, va donner ce type de recommandations. Rester, peut-être tous, on va se confiner une fois pour toutes, 14 jours, etc., pour que ce virus passe et que ce virus fasse ce qu'il a à faire. Mais non, soyons un tout petit peu logiques. C'est comme la fermeture de l'école alors que les enfants sont dans la nature. C'est peut-être un peu illogique, mais c'est comme ça. C'était sûrement, à mon avis, mon humble avis, c'est un step back parce qu'on ne savait pas ce qu'on voulait faire. On est en train de voir et on discutera. Toute nouvelle recommandation, mais maintenant je parle au nom du GAFL, va être communiquée. Mais comme tout établissement qui se respecte, il faut suivre un tout petit peu des consignes d'experts et de recommandations. Et pas seulement parce que le GFL a décidé, et j'amoure pas, et Nazareth, oui, etc. Soyons un peu logiques. Et lavez-vous les mains, je vous en supplie. Dans les camps de scouts, je vous en supplie, lavez-vous les mains. C'est exact. La peur. L'épidémie de peur. Vous avez raison. Il y a eu un camp qui vient d'être annulé. Un camp BP a été annulé.
pour le moment, il n'y a pas de recommandation en ce sens. Comme Dr Habib vient de mentionner, si nous sommes en période purement épidémie, à ce moment-là, oui, on pourra tout annuler, mais pour le moment, au Liban, nous ne sommes pas en phase épidémique, nous ne sommes pas en transmission soutenue et locale. Tout ce que nous avons eu comme transmission, c'est dans des petits groupes intrafamiliaux. Ok, rien du tout, rien d'autre. Docteur Morba, Docteur Majalani, je vous remercie. Je remercie également tout particulièrement le comité des parents qui est à l'initiative de cette réunion ce soir. Merci à vous.